Bonsoir à tous, bienvenue à l'Alliance française de Paris. Je suis aux côtés de Patricia Guérin, qui est directrice du centre culturel du CE de la RATP. Notre première ce soir ensemble pour un parterre que Patricia va vous présenter d'invités qui sont derrière nous et que vous reconnaissez peut-être. Environ 40 personnes ici à Paris pour une soirée que j'aime intituler Au coin du feu, que vous allez passer avec nous, avec Daniel Pénac ce soir, que nous remercions infiniment. Merci infiniment à la RATP d'être à nos côtés ce soir. Alors on met un peu de lumière parce que il faut que nous soyons vus au-delà des frontières, c'est-à-dire que ce soir, selon les fuseaux horaires, on est reçus un peu partout autour de la Terre à travers le réseau des instituts français et des alliances françaises. Donc il y a plus de 500 personnes connectées. Bonsoir à tous, bienvenue. Bienvenue à l'Alliance française de Paris. Les instituts français et les alliances françaises qui sont... il y a environ 1000 établissements dans le monde qui ont à charge, comme l'Alliance française de Paris, eh bien d'enseigner la langue française et de promouvoir les cultures francophones. C'est ce que nous faisons à Paris depuis près de 140 ans. Alors, pas nous, mais depuis près de 140 ans. Effectivement, c'est la mission de l'Alliance française, qui est une association, loi 1901, qui est reconnue d'utilité publique et qui, avec ses 70 professeurs permanents, eh bien, enseigne le français à tous ceux qui souhaitent l'apprendre, quel que soit leur motif, leurs origines, leur motivation. Chacun à l'Alliance française, en passant le pas de cette porte, doit se sentir chez soi. Donc, sentez-vous chez vous, soyez les bienvenus, vous qui êtes au-delà de cette caméra. Je remercie infiniment donc, le CE de la RATP. Je remercie aussi ceux qui nous soutiennent pour organiser cette soirée, la Fondation des Alliances françaises et l'Institut français de Paris, grâce auquel donc, nous retransmettons cette rencontre littéraire ce soir. Bienvenue à tous et passez une excellente soirée. Patricia, c'est à vous. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de nous accueillir et merci pour cette collaboration. Je suis très contente parce que je suis une ancienne du réseau, donc c'est vraiment formidable de pouvoir collaborer aussi vite. En fait, on devait organiser cette soirée, notamment au CE de la RATP, dans notre centre culturel, mais à cause du Covid, etc., on a un petit peu changé notre fusil d'épaule et l'Alliance française a tout de suite répondu oui après à notre appel. Donc, je remercie beaucoup Flore et son équipe, Alan aussi qui m'a permis de faire le lien. Et puis, évidemment, les invités de ce soir. On organise cette soirée avec les médiathécaires du CE de la RATP, donc Patricia Bader, qui est la responsable du réseau des médiathèques, et Anne Secret, qui va être un petit peu la chef d'orchestre de cette soirée et qui est aussi médiathécaire au CE. Et puis, bien sûr, je remercie Daniel Pénac et Valérie Lévy, sans quoi cette soirée n'aurait jamais pu avoir lieu. Voilà. Alors, c'est le premier opus d'une série qu'on aura après. Vous verrez, on vous dévoilera les dates après. Mais voilà, je suis très, très contente de commencer cette collaboration. Et merci beaucoup. Très bonne soirée à vous. Et place aux artistes. Merci. Bien, d'abord bonsoir Daniel Pénac. Bonsoir. Je vais parler de vous pendant quelques minutes, vous présenter un peu.
C'est un exercice auquel vous êtes peut-être habitué, mais bon, voilà. Et ensuite, vous allez nous lire ce beau texte d'Herman Melville, et ce beau et mystérieux texte d'Herman Melville qui s'appelle Bartleby. Et ensuite, nous enchaînerons sur 2 ouvrages dont mon frère qui a un lien assez net avec ce texte. Donc, vous êtes un écrivain populaire au beau sens du terme. Vous êtes titulaire du prix Renaudot 2007. Oui, oui. Voilà. Oui, j'avais un doute sur la date. Vous avez donc écrit une œuvre conséquente et foisonnante, très communicante, j'ai envie de dire. Je vais parler un peu de votre vie très rapidement. Vous êtes né à Casablanca un petit peu par hasard. Tout à fait par hasard. Voilà. Puisque votre père était dans la coloniale, on dit. Non, mon père a débarqué, l'armée américaine a débarqué mon père sur les plages du Sud en 1944 pour refouler nos cousins germains chez eux, pendant que ma mère me débarquait à Casablanca. D'accord, donc c'est vraiment ça, le débarquement. Ça a été ça. Et vous êtes, donc vous avez vécu dans des affectations différentes, vous êtes le dernier d'une fratrie de 4 garçons, dont un frère qui a un rôle dont on parlera. Donc votre scolarité fut un peu complexe, on va dire. Oui, c'est un euphémisme que j'accepte. J'en suis ravie. Vous avez quand même réussi à décrocher votre baccalauréat. À 20 ans, révolu, mais je l'ai eu à mon âge. Voilà. Donc vous avez même aussi une maîtrise de lettres qui vous a permis d'enseigner. Et vous avez publié à la fin des années 70 votre premier ouvrage qui s'appelle « Le service militaire au service de qui ?» Oui. Joli titre. Je ne trouve pas que le titre soit si joli. Ça devait s'appeler « Tu seras un fils, mon homme ». Oui, mais bon, l'éditeur n'a pas aimé. D'accord, oui. Donc en 85, là vous arrivez sur la scène littéraire avec le premier opus de la saga des Malocènes, ouais. Au bonheur des ogres, donc publié à la Série Noire. Alors là, on entre dans une... Je dois dire que ce premier livre, quand je l'ai lu à l'époque, m'a fait penser à Queneau. Je ne sais pas si c'est un bon rapprochement. J'accepte le cousinage. Très bien. Donc, c'est l'histoire un peu foutraque d'une famille foutraque dans Belleville. C'est surtout l'histoire d'un bouc émissaire professionnel. Voilà, professionnel. L'idée m'est venue après avoir lu René Girard, après avoir lu Le bouc émissaire de René Girard. Tiens, ça serait amusant d'imaginer un personnage qui soit salarié pour se faire engueuler à la place des autres. Voilà. J'ai écrit à René Girard. Il m'a mis excellente idée. Et ensuite, oui, j'ai décidé de l'écrire sous forme de polar. De polar, oui, puisque c'est la Série Noire. Donc, alors, je ne vais pas citer tous vos livres parce qu'il y en a beaucoup. Et puis, donc, je voulais parler en 91, vous sortez un album en collaboration avec Robert Doisneau, Les Grandes Vacances, avec un très joli texte, je trouve, où vous parlez un peu du Front populaire, mais vous parlez des vacances en général. Les photos ont l'air d'être des photos volées, un peu au hasard des... Doisneau est arrivé à la maison avec un tas de photos comme ça. Et on a dîné, et à la fin du dîner, il me dit, je ne savais pas qu'il avait ce tas de photos, il me dit, tu crois que je suis venu dîner? Mais non. Je suis venu c'est une arnaque, je voudrais que tu fasses un texte sur ces photos. Et c'était merveilleux. Bon, d'abord, je me suis dit, mais tu es fou, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que je peux faire comme texte sur des photos de Doisneau, à part dire, oh, les belles photos de Doisneau. C'était magnifique. Et alors là, en parlant, on a décidé de scinder ces photos en 2 parties. Il y avait une partie qui concernait les vacances, y compris les premières du Front populaire, voilà, avec des photos. Et une deuxième qui concernait, disons, la vie de famille. En fait, la deuxième concernait les mariages, mais elles étaient toutes plus sinistres les unes que les autres. Écoute, classons ça plutôt sous la rubrique vie de famille. Et on a fait ces 2 livres. Ce Doisneau était une merveille d'homme absolu. Mais en tout cas, votre texte sur les vacances
tout le monde peut s'y reconnaître, qu'on passe des vacances dans un palace ou dans un petit camping. Il y a les désillusions, les petites. Il y a toujours chez vous, d'ailleurs on en reparlera, mais cette espèce de lucidité. Mais Robert disait ça, Doisneau disait ça, il disait, écoute, les vacances, ça commence toujours par des emmerdements. Ah bah bon. Il dit parce qu'on a passé 11 mois en ayant perdu notre liberté. On nous donne un mois de liberté, forcément, c'est plus s'en servir. Alors, la première semaine, Oui. tout cloche. Donc, voilà. Ensuite, en 92, là, vous publiez Comme un roman. Alors là, c'est quand même un gros boom en librairie. C'est un essai Oui. qui décortique, en fait, le rapport de l'enfant et de l'adolescent avec la lecture, le rapport avec les parents. Donc là, vous remettez en cause tous ces discours qu'on entend depuis des générations sur la lecture, il faut lire. En fait, vous dites qu'il faut donner à lire et non faire lire. Non, oui, c'est-à-dire que c'est une petite charge contre ce que j'appelle la littérature médico-légale. Voilà. C'est-à-dire l'analyse de textes et l'enseignement littéraire qui se limite strictement à cette littérature médico-légale. Et en gros, tu sais, au fond, parce que je commençais, mais je travaillais avec des élèves en grande difficulté scolaire. Alors quand je disais qui n'aime pas lire, il y avait, je disais, puisque vous n'aimez pas lire, je vous lirai. Et c'était en réalité pour les réconcilier avec cette lecture publique à voix haute, était destiné à les réconcilier avec la lecture solitaire et silencieuse. Ça marchait. Ouais. Donc là, en plus, ça a été un succès de librairie et je pense que ça a sans doute rapproché des livres beaucoup de gens. Donc vous faites aussi des incursions dans la littérature pour jeunesse, notamment les aventures de Camus. Donc je pense que il y a beaucoup de parents à qui ça va parler. En 2007, donc prix Renaudot pour Chagrin d'école. Alors là, c'est un petit peu plus autobiographique. Et là aussi, vous rentrez dans l'analyse de la souffrance. Oui, c'est la peur. C'est un essai sur la peur. Et sur la souffrance, en fait. Sur la peur comme source première de l'échec scolaire. Mais l'échec de tout le monde. Oui. Des enfants, des parents et des profs. Mais pardon. Oui, allez-y. Vous analysez très bien le processus du mensonge face au... Mais c'est-à-dire, le gosse a peur. Voilà, c'est ça. Dans un enseignement qui est quand même essentiellement évaluatif. Tout à l'heure, je vais vous poser une question qui n'est pas évaluative. Ce sera une question de prof. Donc, dans un enseignement essentiellement évaluatif, les mauvais élèves, les gosses qui ne sont pas particulièrement doués, qui ont des problèmes par ailleurs, première chose qu'ils éprouvent, c'est la trouille de ne pas répondre juste. Et quand cette trouille est confirmée par la mauvaise réponse, et quand cette mauvaise réponse est aggravée par le jugement adulte, etc., là, il y a une chaîne que j'ai observée, bien entendu, qui va de la peur à la honte, de la honte à la réaction, de la réaction à la réaction physique, etc., etc. Et bon, tout ça transitant par le mensonge. C'est amusant d'ailleurs, le mensonge du cancre. Le cancre est coincé entre le marteau de l'école et l'enclume de la famille. Oui. Il arrive à l'école, il n'a pas fait son boulot. C'est un texte assez étrange, d'une grande beauté, d'une grande étrangeté. Je répète l'adjectif. Et nous parlerons c'est une introduction ensuite à votre livre Nos Fonds. D'accord. Alors voilà la question merci. Voilà la question non évaluative. Qui a lu Bartleby dans la salle? 1, 2, 3, 4, 5, 10%. C'est la norme. Théoriquement, c'est moins. On est à l'Alliance française. Théoriquement, c'est moins. C'est toujours étrange. Moi, alors, pourquoi est-ce que je lis Bartleby? C'est un texte qui m'a été présenté par un de mes frères, qui m'a dit, tiens, lis ça, tu seras moins con. C'était notre mode de communication. Et effectivement, c'était une merveille absolue. Et puis ce frère, avec
Ce frère a une particularité, nous ne nous sommes jamais disputés de notre vie, ce qui est une anomalie familiale, de ne pas se disputer avec son frère, ni enfant ni adulte. Et puis je l'ai perdu, et ça a été difficile. Et un jour, je l'ai perdu. Et un jour, je roulais sur l'autoroute du Sud entre Nice et Avignon, et tout d'un coup, je suis doublé à toute allure par un espèce un bolide, ces projectiles de luxe qu'on trouve sur cette autoroute, à ces endroits-là. Vroom, du rouge, c'est une Ferrari peut-être, petit point à l'horizon. Et je pensais souvent à ce frère, je me dis, tiens, je viens d'être doublé par l'exact contraire de Bernard, ce frère. C'est l'exact contraire, qui me disait toujours, on n'ajoute rien à l'entropie. N'abusons pas, usons l'user. J'étais déjà un homme d'âge mûr et je n'avais jamais acheté une bagnole neuve de ma vie. Qui travaille et le matin et l'après-midi. Et décide donc d'embaucher un troisième scribe et le récit commence comme ça. Enfin, pas le récit, j'en ai fait une adaptation. J'ai sorti de la nouvelle. Cette nouvelle est un monologue du notaire. Voilà, et j'ai taillé dans ce monologue du notaire parce que pour faire là avec vous une demi-heure ou 40 minutes, et ça commence de cette façon. À la suite de l'annonce que j'ai insérée dans les journaux, un jeune homme immobile apparut un matin au seuil de mon étude. Nous étions en été, la porte était ouverte. Je vois encore cette silhouette lividement propre, pitoyablement respectable, incurablement abandonnée. C'était Bartleby. La traduction est de Léris, je la tiens moi pour la meilleure traduction, mais bon, ça c'est un sujet d'engueulade infini avec toutes les maisons d'édition et toutes les autres traductions, tous les autres traducteurs. Pour commencer, Bartleby a bâti une extraordinaire quantité d'écriture. On aurait dit un homme longtemps affamé de copies et se gorgeant de mes documents. S'arrêtait pas pour digérer, mais tirait jour et nuit à la ligne, copiant à la lumière du soleil comme à celle des bougies. J'aurais été ravi de son... Et voilà le style de Melville. Et ça, parce que quand on compare avec l'anglais, c'est exactement ça. Écoutez le style de Melville. J'aurais été ravi de son application s'il avait été allègrement industrieux. Autrement dit, s'il avait travaillé dans la joie. J'aurais été ravi de son application s'il avait été allègrement industrieux, mais il écrivait toujours silencieusement, lividement, machinalement. C'est, il va sans dire, une part indispensable du travail de scribe que de vérifier mot à mot l'exactitude de sa copie. Lorsqu'il y a plusieurs scribes dans une étude, ils s'assistent mutuellement dans cet examen, l'un lisant la copie, l'autre prenant en main l'original. Si j'avais placé Bartleby aussi près de moi, ah oui, parce que, donc, une particularité du notaire, c'est que son étude est assez petite, elle est occupée, il place Bartleby à côté de lui, derrière un paravent, de façon qu'il soit à la fois isolé, mais dans toute proximité. Et derrière ce paravent, il y a la table de Bartleby et une fenêtre qui ouvre sur un mur aveugle, en briques, lequel donne très peu de lumière. Donc, si j'avais placé Bartleby aussi près de moi derrière le paravent, c'était précisément pour user de ses services à ces menues occasions. Il était, je crois, depuis 3 jours avec moi, et ses propres écritures n'avaient pas encore dû être collationnées, c'est-à-dire en réalité comparées et corrigées, lorsque, fort pressé d'expédier une petite affaire en cours, j'appelai tout à coup Bartleby, en lui expliquant rapidement ce que j'attendais de lui, à savoir qu'il collationna avec moi un bref mémoire. Imaginez ma stupeur, non, ma consternation, lorsque, sans quitter sa solitude, Bartleby répondit « Je préférerais pas ». Alors en anglais, I would prefer not to, et ce I would prefer not to a créé une guerre civile qui ne cessera jamais entre les traducteurs français. Car nous sommes français, nous aimons bien ce genre de guerre. Alors,
Léris a pris le parti, dans une première version, il faisait dire à Bartleby, je ne préférerais pas. Puis il a oralisé la chose en disant, je ne préférerais pas. Mais vous trouverez, j'aimerais mieux pas, je préférerais non rien faire, etc. Vous trouverez toutes sortes de traductions. Toutes celles qui excluent le verbe préféré étant, à mon avis, fautif, parce que le verbe préféré est au cœur de ce récit. Le pilier de ce récit, c'est le verbe préféré. Donc, imaginez ma stupeur, non ma consternation, lorsque, sans quitter sa solitude, Bartleby répondit d'une voix singulièrement douce et ferme, « Je préférerais pas ». L'idée me vint aussitôt que mes oreilles m'avaient abusé, ou que Bartleby s'était entièrement mépris sur le sens de mes paroles. Je répétai donc ma requête, de la voix la plus claire que je puisse prendre, mais tout aussi clairement, retentit la même réponse que devant, « Je préférerais pas ». I would prefer not. Préféreriez pas, fis-je en écho, me levant avec beaucoup d'excitation et traversant la pièce à grandes enjambées. Que voulez-vous dire? Êtes-vous tombé sur la tête? Je veux que vous m'aidiez à corriger ce feuillet-ci. Tenez! Et je le lui tendis. Je préférerais pas. Je le regardai fixement. Son visage offrait une maigreur tranquille, son œil gris une vague placidité. Si j'avais décelé dans ses manières la moindre trace d'embarras, de colère, d'impatience ou d'impertinence, en d'autres termes, si j'avais reconnu en lui quelque chose d'ordinairement humain, je l'eusse sans aucun doute chassé de mon étude. Mais en l'occurrence, autant mettre à la porte mon pâle buste de Cicéron en plâtre de Paris. Je restai quelque temps à le considérer, tandis qu'il poursuivait ses propres écritures, et puis je retournai m'asseoir dans mon bureau. Quel parti prendre? Les affaires pressées, je décidai d'oublier provisoirement l'incident, le réservant à d'ultérieurs loisirs. J'appelai donc Lagrange du fond de l'autre pièce et le mémoire fut rapidement collationné. Quelques jours après, Bartleby acheva 4 longs documents. Il devint nécessaire de les collationner. Le procès était important, la plus grande précision s'imposait. Après avoir préparé toutes les pièces, j'appelai Dindon, Lagrange et Gingembre. Gingembre, c'est un petit commis. C'est un petit commis qui les aide aussi. Dans mon bureau, avec le dessein de placer les 4 copies entre les mains de mes 4 employés, tandis que je lirais l'original. Dindon, Lagrange et Gingembre s'étaient bien assis en rang, chacun tenant en main son document, lorsque je criai à Bartleby de venir se joindre à ce groupe intéressant. « Bartleby, vite, j'attends !» J'entendis les pieds de sa chaise grincer lentement sur le plancher nu, et bientôt il apparut à l'entrée de son ermitage. « Que désirez-vous » demanda-t-il doucement. « Les copies, dis-je, les copies. »« Les copies, dis-je d'un ton pressé. Nous allons les comparer, tenez !» Et je lui tendis le 4e duplicata. « Je préférerais pas, » dit-il, et il disparut doucement derrière son paravent. Je demeurai pendant quelques instants comme une statue de sel. Puis, me ressaisissant, je m'avançai vers le paravent et demandai la raison d'une conduite aussi insolite. « Pourquoi refusez-vous » ? Je préférerais pas. Avec tout autre que lui, je fusse aussitôt entré dans une colère terrible et, sans daigner ajouter un mot, je l'eusse ignominieusement banni de ma présence. Mais il y avait quelque chose en Bartleby qui me désarmait étrangement, bien plus, qui me touchait et me déconcertait d'une façon extraordinaire. Je me mis à raisonner avec lui. Ce sont vos propres copies que nous allons collationner. Nous vous épargnerons ainsi du travail, puisqu'un seul examen vaudra pour vos 4 exemplaires.
c'est l'usage. Tout copiste est tenu d'aider à corriger sa copie. N'est-il pas vrai? Ne parlerez-vous pas? Répondez. Je préfère pas, répondit-il d'une voix fluette. Alors, à chaque fois, le notaire trouve des faux fuyants pour se sortir de cette situation. Il dit, bon, c'était l'heure du repas, ou le travail pressé, ou un client arrive, et il n'arrive jamais à se confronter directement et petit à petit, à cause en partie de cette étrange empathie qui le lie au personnage. Quelques jours passèrent pendant lesquels le scribe s'absorba de nouveau dans une longue tâche. La façon dont il s'était comporté m'incita à observer étroitement ses mouvements. Je constatai qu'il n'allait jamais nulle part. Il montait perpétuellement la garde dans son coin. Vers 11 heures du matin, toutefois, je remarquai que Gingembre s'avançait vers l'ouverture du paravent, comme s'il y avait été silencieusement convié par un geste que je ne pouvais voir de ma place. Le gamin quittait alors l'étude en faisant teinter quelques sous et réapparaissait avec une poignée de biscuits au gingembre qu'il délivrait à Bartleby en recevant 2 biscuits pour sa peine. Il vit donc de biscuits au gingembre, pensais-je. Il ne prend jamais, à proprement parler, de déjeuner. Il ne mange que des biscuits au gingembre. Or, qu'est-ce que le gingembre? Une substance épicée et chauffante. Bartleby était-il épicé et chauffé? Du tout. Le gingembre n'avait aucun effet sur Bartleby. Sans doute celui-ci préférait-il qu'il n'en eût point. Pauvre garçon, pensait. Alors, donc le notaire, qui a absolument toutes les raisons de le flanquer à la porte, décide de le garder. Pauvre garçon, pensais-je, il n'a pas de mauvaises intentions. Il est clair qu'il ne cherche pas à être insolent. Sa mine prouve suffisamment que ses excentricités sont involontaires. Il m'est utile, je puis m'accommoder de lui. Si je le mets à la porte, il tombera sans aucun doute sur un patron moins indulgent, il sera rudoyé et peut-être en viendra-t-il à mourir misérablement de faim. Ouais. Voici l'occasion de jouir fort agréablement, à peu de frais, de ma propre estime. Il ne me coûtera rien, ou presque rien, d'être amical avec Bartleby, de me prêter à son étrange entêtement, et du même coup, d'emmagasiner dans mon âme ce qui deviendra éventuellement une friandise pour ma conscience. Pourtant, je n'étais pas toujours de cette humeur. Parfois, la passivité de Bartleby m'irritait. Je me sentais étrangement impatient de provoquer un nouveau conflit, de tirer de lui quelque étincelle de colère qui répondit à la mienne propre. Mais autant chercher à faire jaillir une flamme en frottant ses phalanges contre un savon de Marseille. Un après-midi, cependant, l'impulsion mauvaise prit le dessus sur moi, et la petite scène suivante se déroula. Bartleby, dis-je, Gingembre est parti. Faites un saut jusqu'à la poste, voulez-vous? C'était une course de 3 minutes. Et voyez s'il y a quelque chose pour moi. Je préférerais pas. Vous ne voulez pas? Je préfère pas. Je regagnai mon bureau en chancelant et me perdis dans une méditation profonde. Mais mon impulsion aveugle revint. Comment pouvais-je encore m'attirer une ignominieuse rebuffade de la part de ce chétif pauvre R, mon employé à gage? Quelle était la chose parfaitement raisonnable qu'il refuserait certainement de faire? Bartleby? Pas de réponse. Bartleby? Bartleby! Tout comme un fantôme soumis aux lois de l'incantation magique. À la 3e sommation, il parut à l'entrée de son ermitage. « Allez dans la pièce voisine et dites à la Gringe de venir me trouver. »
je préfère pas, dit-il lentement et respectueusement. Puis, il disparut avec douceur. Très bien, Bartleby, dis-je d'un ton tranquille et mesuré, empreint d'une sérénité sereine qui dénotait la décision irrévocable de recourir à quelque châtiment imminent et terrible. Sur le moment, peut-être avais-je en effet une intention de ce genre. Mais à tout prendre, comme l'heure de mon déjeuner approchait, je jugeais préférable, pour cette fois encore, de mettre mon chapeau et de rentrer chez moi, plongé dans une perplexité et un désarroi profond. Certains dimanches matins, je me rendis à l'église de la Trinité pour entendre un célèbre prédicateur. Et, me trouvant en avance sur les lieux, je décidai d'aller faire un tour au bureau. J'avais heureusement ma clé sur moi. Mais lorsque je l'appliquai à la serrure, je constatai qu'elle rencontrait une résistance intérieure. Fort surpris, j'appelai. À ma consternation, quelqu'un tourna une clé du dedans. Après quoi, projetant son maigre visage à travers la porte qu'il tenait entrebâillée, Bartleby apparut, en bras de chemise, et par ailleurs dans un déshabillé étrangement loqueteux. Il me déclara tranquillement qu'il regrettait, mais qu'il était fort occupé et qu'il préférait ne pas me recevoir pour l'instant. Puis il ajouta un mot ou deux pour m'expliquer brièvement que je ferais peut-être mieux de tourner 2 ou 3 fois autour du pâté de maison et que d'ici là, il aurait sans doute terminé ses affaires. L'apparition parfaitement inattendue de Bartleby entendre de la sorte mon étude un dimanche matin, avec sa nonchalance cadavérique et distinguée, mais aussi avec son air de fermeté et de sang-froid, cette apparition, dis-je, eut sur moi un effet si singulier que je m'éloignai incontinent de ma propre porte et fis comme il le désirait. En vérité, c'était surtout son extraordinaire suavité qui me désarmait, ou pour tout dire, m'émasculer, car je considère comme temporairement privé de sa virilité un homme qui laisse tranquillement son employé à gage lui dicter sa volonté et le chasser de ses propres appartements. C'est plein d'une inquiète curiosité que je regagnai enfin ma porte. J'introduisis la clé sans rencontrer de résistance, ouvris et entrai. Point de Bartleby. Je regardai vivement autour de moi, jetai un coup d'œil derrière le paravent, mais il était clair que mon homme avait disparu. Un examen plus minutieux des lieux me donna à penser que Bartleby, depuis un temps indéterminé, devait manger, s'habiller et dormir dans mon étude, et cela sans assiette, miroir ni lit. Qu'il y tenait tout seul ces quartiers de célibataires. Et aussitôt m'envahit la pensée de l'absence de tout ami, de la solitude ô combien misérable qui se trahissait là. Sa pauvreté était grande, mais son abandon, combien horrible. Alors il décide d'avoir une conversation avec Bartleby. Le lendemain matin arriva. Bartleby, dis-je, en l'appelant doucement à travers le paravent, pas de réponse. Bartleby, dis-je d'un ton plus doux encore, venez ici, je ne vais pas vous demander quelque chose que vous préféreriez ne pas faire. Je désire simplement vous parler. Là-dessus, il apparut sans bruit. Voulez-vous me dire, Bartleby, où vous êtes né? Je préférerais pas. Voulez-vous me dire quoi que ce soit en ce qui vous concerne? Je préférerais pas. Attirant familièrement ma chaise derrière son paravent, je m'assis auprès de lui et lui dis, Bartleby, ne vous souciez non plus de me raconter votre histoire, mais laissez-moi vous supplier en ami.
de vous plier autant que possible aux règles de cette étude. Dites à présent que vous nous aiderez à collationner des documents demain ou après-demain. En un mot, dites que dans un jour ou deux, vous commencerez à être un peu raisonnable. Dites cela, Bartleby. Pour l'instant, je préférerais ne pas être un peu raisonnable. À ce moment précis, les battants de la porte s'ouvrirent et Lagrange s'approcha. Préférez ne pas être un... Ouais, je lui montrerai mes préférences, moi, monsieur, si j'étais à votre place. J'y en donnerais des préférences à cette tête de mule. Et qu'est-ce donc, monsieur, s'il vous plaît, qu'il préfère ne pas faire maintenant? Bartleby ne bougea pas d'un membre. Monsieur Lagrange dit, je préférerais que vous vous retirassiez pour le moment. Depuis quelque temps, j'avais pris l'habitude de dire involontairement préféré en toutes sortes de circonstances où ce mot n'était pas parfaitement approprié, et je tremblais à l'idée que mon commerce avec le scribe avait déjà sérieusement affecté mon état mental. Le lendemain, je remarquai que Bartleby ne faisait que demeurer debout à sa fenêtre, laquelle est aveugle, hein, je vous rappelle, à peu près aveugle, il y a un mur à 1 mètre de là. Quand je lui demandai pourquoi il n'écrivait pas, il répondit qu'il avait décidé de ne plus faire d'écriture. Quoi? Qu'est-ce encore? Ne plus faire d'écriture? Non. Mais pour quelle raison? Ne voyez-vous pas la raison de vous-même? Répondit-il avec indifférence. Je le regardais. Alors, bon, là, je passe parce que nous n'avons qu'une demi-heure. Donc, et là, le notaire se dit tout simplement que la vue de Bartleby a baissé. Et que c'est la raison pour laquelle il ne fait pas... À chaque fois, il se donne une raison très précise du comportement de Bartleby. Et ce qui est... Quand je jouais au théâtre, il y avait quelque chose de très frappant. Le public, au premier I would prefer not to rigole. C'est, on est chez Guignol. L'employé, comme sur le patron, ha ha ha, c'est drôle. Et puis, les refus, would prefer not to se préférant, les rires s'éteignent. Ça recommence quand on s'aperçoit que Bartleby s'est installé. Ah, quel culot, il s'est installé à l'étude, etc. Et le public attend quelque chose. Et il ne se passe rigoureusement rien. Et à un moment donné, il y avait un spectateur qui était comme vous, assis juste devant moi, qui tout d'un coup explose. Peut-être qu'il s'ennuie un peu d'ailleurs. Il explose, il dit « Mais oh merde, mais qu'est-ce qu'il attend pour le foutre à la porte, ce chieur !» Et il se réveille tout d'un coup, il me dit « Oh, pardon, monsieur. » Or, le notaire, c'est une vraie question. Pourquoi le notaire ne le vire pas? Et le notaire lui-même formule cette question avec ce style de Melville qui est de la pâte à pain, très lourd, il dit ceci, car il était extrêmement difficile de maintenir constamment présents à l'esprit les particularités et les privilèges étranges, les exemptions inusitées qui formaient les conventions tacites selon lesquelles Bartleby devait rester à mon étude. Voilà ce que dit le notaire pour dire pourquoi ne vire-t-il pas ce chieur? Alors finalement, il décide de s'en séparer. Mais en fin de compte, les nécessités tyranniques de mes affaires l'emportèrent sur toute autre considération. J'annonçai à Bartleby, aussi poliment que je le pus, qu'il lui faudrait absolument quitter l'étude dans un délai de 6 jours. Et quand vous me quitterez, Bartleby, ajoutai-je, je ferai en sorte que vous ne partiez pas tout à fait sans ressources. 6 jours, à dater de l'heure présente. Souvenez-vous-en. À l'expiration de cette période, je jetai un coup d'œil derrière le paravent, mon Bartleby était toujours là. Je boutonnai ma jaquette, pris un air décidé, m'avançai vers lui, lui touchai l'épaule et dis « Le temps est venu. Il faut quitter la place. J'en suis fâché pour vous, voici de l'argent, mais vous devez partir. » Je ne préférerais pas, répondit-il sans cesser de me tourner le dos. Mais il le faut.
Il demeura silencieux. « Bartleby, dis-je, je vous dois 12 $. En voici 32. Les 20 $ de surplus sont à vous. Voulez-vous les prendre ?» Il ne bougea point. « Bon, je les laisserai donc ici, dis-je, en mettant les dollars sous un presse-papier. Après quoi, prenant ma canne et mon chapeau et me dirigeant vers la porte, je me retournai pour ajouter avec calme: quand vous aurez retiré vos affaires de ce bureau, Bartleby, vous fermerez naturellement la porte et vous voudrez bien glisser votre clé sous le paillasson afin que je l'y trouve demain matin. Je ne vous verrai plus. Ainsi donc, adieu. Si par la suite, dans votre nouvelle demeure, je puis vous rendre quelques services, ne manquez pas de m'en aviser. Adieu, Bartleby. Et portez-vous bien. » Il ne répondit pas un mot. Pareil à l'ultime colonne d'un temple en ruine, il restait debout, solitaire et muet, au milieu de la pièce déserte. Le lendemain matin, j'arrivais plus tôt que de coutume à mon étude. Je m'arrêtais un moment pour écouter à la porte. Rien ne bougeait. Bartleby devait être parti. Je tâtai la poignée. La porte était verrouillée. Ouais. Il semblait vraiment que Bartleby eût disparu. Je fouillai sous le paillasson pour récupérer la clé, quand mon genou heurta accidentellement la porte avec un bruit impératif et du dedans, une voix répondit: « Pas encore. » Je suis occupé. C'était Bartleby. Je fus comme foudroyé. Je descendis lentement l'escalier, gagnai la rue et me mis à tourner autour du pâté de maison. Que faire? Je résolus de débattre à nouveau l'affaire avec lui. « Bartleby, dis-je en entrant dans l'étude, je suis sérieusement mécontent. Je suis peiné, Bartleby. J'avais une meilleure idée de vous. Je m'étais imaginé que vous étiez d'un naturel trop raffiné pour que, dans un dilemme aussi délicat, une légère allusion ne suffit point à... Mais il paraît que je m'étais trompé. Quoi? Vous n'avez pas même touché à cet argent? » Et je désignai les billets qui se trouvaient à l'endroit même où je les avais laissés la veille au soir. Il ne répondit rien. « Voulez-vous ou ne voulez-vous pas me quitter? » « Je préférerais ne pas vous quitter. »« Mais quel droit au monde avez-vous de rester ici? Payez-vous un loyer? Payez-vous mes impôts? Ou bien ces bureaux sont-ils à vous? » Il ne répondit rien. « Êtes-vous prêt à poursuivre vos écritures à présent? Vos yeux sont-ils guéris? Pourriez-vous copier une petite pièce pour moi ce matin? Ou m'aider à collationner quelques lignes? Ou faire un tour jusqu'à la poste? En un mot, ferez-vous quoi que ce soit pour donner couleur à votre refus de quitter les lieux? » Il se retira silencieusement dans son ermitage. J'étais maintenant dans un tel état de nervosité et de ressentiment que je me rappelais la tragédie qui s'était déroulée entre l'infortuné Adams et l'encore plus infortuné Colt dans le bureau désert de ce dernier. Tragédie en question. Colt, frère de l'inventeur du Colt, éditeur, doit de l'argent à Adams, imprimeur. C'est d'ailleurs l'ironie du sort, c'est qu'Adams a imprimé les comptes de Colt, lesquels comptes sont déficitaires. Et donc Adams vient pour récupérer simplement les quelques dollars que Colt lui doit. Et Colt ne peut pas payer. Et Adam insiste. Et Colt, de plus en plus exaspéré, et à un moment, il saisit une hache, vraisemblablement une hache d'incendie, et tue Adams à coups de hache. Suite de quoi, il le découpe, enfin, il le met dans une caisse, comme ça, et le sale. Et charge cette caisse sur un paquebot en direction de Nouvelle-Orléans. Donc voilà ce qu'il traverse. Bon, ce fait divers s'est déroulé en 1840, c'est-à-dire 12 ans avant, et a été une affaire formidable, d'autant plus que l'autre était le frère du fameux Colt. Et voilà donc ce qui traverse
la tête du notaire. Pas n'importe quoi, pas une toute petite envie de meurtre. Et comment conclut-il ça? Il dit, mais non, non. Quand l'idée d'un assassinat m'inspira des tentations au sujet de Bartleby, je la terrassai. Comment cela? Ou le plus simplement du monde. En me rappelant le commandement, aimez-vous les uns les autres. Ouais, voilà ce qui me sauva. C'est une des vertus de la charité qu'elle opère souvent comme un grand principe de précaution. Le lendemain, je tins à Bartleby le discours suivant. Et là, vous voyez quand même monter la folie intérieure du notaire. Je trouve ce bureau trop éloigné de l'hôtel de ville, Bartleby. L'atmosphère est malsaine. En un mot, je me propose de changer de locaux la semaine prochaine et je n'aurai plus besoin de vos services. Je vous le dis dès à présent, afin que vous cherchiez un nouvel habitat. Il ne répondit rien et pas un mot ne fut ajouté. Aujourd'hui, je commandai des fourgons et des hommes, me rendis à mes bureaux et comme j'avais peu de meubles, le tout fut enlevé en quelques heures. Du commencement à la fin, le scribe resta debout derrière le paravent que j'ordonnai de n'enlever qu'en dernier lieu. Finalement, on le retira, et lorsqu'il eut été plié comme un énorme in-folio, Bartleby resta l'immobile occupant d'une pièce nue. Je m'attardai quelques instants dans le vestibule pour observer Bartleby, et je sentis monter en moi comme un remords. Je rentrai dans la pièce, la main à la poche, et le cœur serré. Au revoir, Bartleby, je m'en vais. Au revoir. Et que Dieu, d'une façon ou d'une autre, vous bénisse. Prenez ceci, ajoutai-je en lui glissant un billet dans la main. Mais le billet tomba sur le plancher, et alors, chose étrange, je dus m'arracher à cet homme dont j'avais tant aspiré à me débarrasser. Une fois établi dans mes nouveaux quartiers, je tins ma porte verrouillée pendant un jour ou deux, tressaillante à chaque bruit de pas dans les couloirs. Alors donc, il a eu une trouille pendant un certain temps, et puis je pensais que tout allait bien, quand je reçus la visite d'un inconnu qui me demanda d'un air soucieux si je n'avais pas occupé récemment des bureaux au numéro tant de Wall Street. Plein de pressentiments, je répondis que oui. Ah, alors monsieur, dit l'inconnu, qui s'avéra être un homme de loi, vous êtes responsable de l'individu que vous y avez laissé. Il refuse de faire quoi que ce soit, il refuse de faire de la copie, il dit qu'il préfère s'abstenir et il refuse de quitter les lieux. Je regrette beaucoup, monsieur, répondis-je avec une feinte tranquillité. En vérité, l'homme auquel vous faites allusion ne m'est rien. Il n'est ni mon parent, ni mon employé, et vous ne sauriez me rendre responsable de lui. Alors, au nom du ciel, qui est-ce? Je suis parfaitement incapable de vous renseigner. Je ne sais rien de lui, je l'ai naguère employé comme copiste, mais il y a quelque temps qu'il n'a rien fait pour moi. Bon, je lui réglerai son compte alors. Au revoir, monsieur. Plusieurs jours passèrent et je n'entendis plus parler de rien. La charité me disait souvent de me rendre sur les lieux pour voir le pauvre Bartleby, mais certaines craintes frileuses de je ne sais quoi me retint toujours. Cette fois, c'en était fait de Bartleby, pensais-je, lorsqu'une nouvelle semaine se fut écoulée sans que j'eusse entendu parler de lui. Mais, le jour suivant, en arrivant à mon bureau, je trouvai plusieurs personnes qui m'attendaient devant ma porte dans un état d'extrême surexcitation. « C'est lui! Le voilà qui arrive !» s'écria le chef de file, en qui je reconnus l'homme de loi dont j'avais déjà reçu la visite. « Ah, faut l'emmener sur le champ, monsieur !» s'écria un personnage corpulent s'avançant vers moi. C'était mon ancien propriétaire de Wall Street. « Ces messieurs qui sont mes locataires ne peuvent pas supporter plus longtemps cet état de choses. Monsieur B, il désignait l'homme de loi, l'a mis à la porte de son bureau et maintenant il persiste à hanter l'ensemble de la maison. Il s'assied sur la rampe de l'escalier pendant la journée et la nuit, il dort dans le vestibule. Tout le monde se plaint, les clients désertent les bureaux, on craint même une émeute. Il faut que vous fassiez quelque chose, monsieur, et cela sans délai. Le notaire se décide à aller voir Bartleby. Lorsque je montais l'escalier de mes anciens locaux, je trouvais Bartleby assis en silence sur la rampe du palier.
Que faites-vous là, Bartleby? Je suis assis sur la rampe. Bartleby, vous rendez-vous compte que vous êtes pour moi une source de grand tracas en persistant à occuper ce vestibule après votre renvoi du bureau? Pas de réponse. Alors, c'est une nécessité. De deux choses l'une. Ou vous ferez quelque chose de vous-même, ou bien on fera quelque chose à votre sujet. Pas de réponse. Voyons. Dans quelle sorte d'affaires aimeriez-vous entrer? Voulez-vous vous engager à nouveau comme copiste? Non. Je préférerais m'abstenir de tout changement. Aimeriez-vous être commis aux Écritures dans une épicerie? Ce serait trop enfermé, non. Non, je n'aimerais pas être commis, mais je ne suis pas difficile. Trop enfermé? Mais vous restez enfermé tout le temps. Je préférerais ne pas être commis. Reprit-il, comme pour régler une fois pour toutes cette petite question. Aimeriez-vous à tenir un bar? Non, je n'aimerais pas du tout ça. Mais encore une fois, je ne suis pas difficile. Sa loquacité inaccoutumée m'encouragea. Je revins à la charge. Eh bien alors, aimeriez-vous accourir le pays en encaissant des factures pour le compte de marchands? Votre santé en serait améliorée. Non, je préférerais autre chose. Vous plairait-il alors d'accompagner en Europe quelques jeunes hommes de bonne famille qui profiteraient des avantages de votre conversation? Pas du tout. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait rien de bien défini là-dedans. J'aime être sédentaire, mais je ne suis pas difficile. J'allais partir précipitamment lorsqu'une dernière idée me vint à l'esprit. Bartleby, voulez-vous m'accompagner chez moi maintenant? Non pas à mon bureau, mais à mon logis. Et y rester jusqu'à ce que nous ayons décidé ensemble, tout à loisir, des solutions à prendre, des dispositions à prendre pour vous. Venez, allons-y de ce pas. Non, pour l'instant, je préférerais m'abstenir de tout changement, quel qu'il soit. Finalement, les nouveaux propriétaires envoient Bartleby en prison, au Tombs, la prison centrale de New York, pour vagabondage. Et c'est là que le notaire apprend ça et va voir Bartleby au Tombs. Il le trouve au fond d'une cour, devant un mur. « Bartleby, je vous connais, répondit-il. Et je n'ai rien à vous dire, répondit-il sans se retourner. Et je n'ai rien à vous dire. Mais ce n'est pas moi qui vous ai envoyé ici, Bartleby. D'ailleurs, pour vous, cet endroit ne devrait pas être un lieu tellement infâme. Aucun déshonneur ne rejaillit sur vous. Et puis, voyez, ce n'est pas aussi triste ici qu'on pourrait le croire. Regardez, il y a là le ciel, et ici, le gazon. Je sais où je suis, répondit-il. Après quoi, il ne voulut plus rien dire, et je le quittai. Comme je regagnais le corridor, un gros homme viandeux, affublé d'un tablier, m'accosta et me dit, en lançant son pouce par-dessus son épaule, « C'est votre ami ?» « Oui. »« Est-ce qu'il veut mourir de faim ?» Parce que si c'est ça qu'il veut, c'est facile, il n'y a qu'à se contenter de l'ordinaire. « Qui êtes-vous » ? « Je suis le marchand de bouffe. Les messieurs qui ont des amis ici me chargent de leur procurer du bon manger. »« Est-ce vrai ?» demandai-je au geôlier. C'est si difficile que oui. « Bartleby, voici un ami. Il vous sera fort utile. »« Serviteur, monsieur, serviteur, dit le marchand de bouffe. J'espère qu'un endroit vous plaît, monsieur. De beaux terrains, des locaux frais. J'espère que vous resterez quelque temps parmi nous, monsieur. Que je tâcherai de rendre votre séjour agréable. Que désirez-vous pour déjeuner aujourd'hui?
« Je préfère ne pas déjeuner aujourd'hui, dit Bartleby en se détournant. Cela ne m'irait pas. Je n'ai pas l'habitude de déjeuner. » Ce disant, il s'enfuit lentement de l'autre côté de la cour et se posta face au mur aveugle. « Comment ça ?» dit le marchand de bouffe en me jetant un regard stupéfait. « Il est bizarre, non ?» « Je crois qu'il a l'esprit un peu dérangé, dis-je tristement. « Dérangé ? Dérangé vraiment ?» Le notaire va une dernière fois voir Bartleby. Quelques jours plus tard, je fus de nouveau admis à pénétrer dans les Tombs et je parcourus le couloir à la recherche de Bartleby, mais sans le trouver. J'avais vu sortir de sa cellule il y a un petit moment, dit un geôlier. Peut-être est-il allé flâner dans les cours. J'allais donc dans cette direction. Vous cherchez l'homme silencieux, dit un autre geôlier en me croisant. Il est couché là-bas, endormi dans la cour. Il n'y a pas 20 minutes que je l'ai vu couché par terre. Étrangement recroquevillé au pied du mur, couché sur le flanc, les genoux repliés et la tête touchant la pierre froide, tel m'apparut l'émacié Bartleby. Mais rien ne bougeait. Je m'arrêtai, puis m'approchai tout contre lui. Je vis en me penchant que ses yeux voilés étaient ouverts. Par ailleurs, il semblait profondément endormi. Quelque chose m'incita à le toucher. Je tâtai sa main, un frisson convulsif courut le long de mon bras et de mon échine, jusqu'à mes pieds. La face ronde du marchand de bouffe me dévisageait. « Son déjeuner est prêt. Est-ce qu'il va encore se passer de déjeuner aujourd'hui? Il vit donc sans déjeuner ?» « Il vit sans déjeuner, répondis-je, et je lui fermai les yeux. « Hé, il dort, hein ?» Avec les rois et les conseillers. Alors, fin du récit du notaire, à part un petit codicille qui dit ceci. Il n'y a guère lieu, semble-t-il, de pousser plus loin ce récit. L'imagination suppléera aisément au maigre exposé de l'enterrement du pauvre Bartleby. Mais avant de vous quitter, si ce petit récit vous a suffisamment intéressé pour éveiller votre curiosité à l'endroit de Bartleby et du genre de vie qu'il avait pu mener avant notre rencontre, tout ce que je puis répondre, c'est que je partage pleinement votre curiosité, mais que je ne puis la satisfaire. Toutefois, je ne sais si je dois divulguer certaines petites rumeurs qui vinrent à mon oreille quelques mois après le décès du scribe. Sur quel fondement reposait-elle? Je n'ai jamais pu le découvrir. Aussi suis-je incapable de dire dans quelle mesure elle est vraie. Alors, quoi qu'il en soit, la rumeur en question voulait que Bartleby eût exercé une fonction subalterne au service des lettres au rebut de Washington et qu'il en eût été soudainement chassé par un brusque changement administratif. Quand je songe à cette rumeur, je puis à peine exprimer l'émotion qui s'empare de moi. Les lettres au rebut, cela ne rend-il pas le son d'homme au rebut? Imaginez un homme condamné par la nature et l'infortune à une blême désespérance. Peut-on concevoir besogne mieux faite pour l'accroître que celle de manier continuellement ces lettres au rebut et de les préparer pour les flammes, car on les brûle chaque année, par charretée. Parfois, des feuillets pliés, le pâle employé tire un anneau. Le doigt auquel il était destiné s'effrite peut-être dans la tombe. Un billet de banque que la charité envoya en toute hâte. Celui qui l'eût secouru ne mange plus, ne connaît plus la faim. Un pardon pour des êtres qui moururent bourrelés de remords. Un espoir pour des êtres qui moururent désespérés. De bonnes nouvelles pour des êtres qui moururent accablés par le malheur. Message de vie, ces lettres courent vers la mort. Ô Bartleby, ô humanité. C'est les derniers mots de Melville.
Voilà pour Bartleby. Alors, il y a juste une petite chose à dire à propos du I would prefer not to. C'est que Melville, de son vivant, n'a pas vendu plus de 4000 exemplaires de Moby Dick. Et à partir de cet échec, il s'est mis à écrire des nouvelles pour vivre, qui sont rassemblées sous le titre Les Contes de la Véranda, dans lequel il y a ce Bartleby. Et alors, il y a une symbolique très étrange, tout à fait involontaire de la part de tout le monde, c'est qu'à partir du moment où Bartleby dit « I would prefer not to », Melville ne produira plus de prose n'en écrira même plus pendant 30 ans. 30 ans plus tard, il écrit Billy Budd. Il meurt avant la fin de Billy Budd, qui n'est pas publié, qui n'est publié que 30 ans plus tard, qui n'est pas lu, et qui est redécouvert par les surréalistes encore 30 ans après. Autrement dit, à partir du moment où Bartleby dit « I would prefer not to », nous avons un silence melvillien d'un siècle, à peu près, sauf en poésie, il écrit de la poésie. Voilà, ça c'est ce qu'ajoute le notaire que je suis devenu en lisant ça. Bien, ben, que dire après un beau texte et si bien lu. Je l'avais entendu par Michael Lonsdale. J'avais un CD, mais... Oui, il y a un CD lu par Lonsdale, ça je veux l'écouter. Le CD existe? Oui, il me l'a même dédicacé. On peut le trouver, on peut l'acheter dans le commun? Je pense. Ah, formidable. Bon, enfin, là, c'était... Votre lecture était très, très prenante. Donc, en fait, nous allons... En fait, le lien avec Bartleby, c'est cet ouvrage, Mon frère, qui est votre avant-dernier ouvrage. Oui. Donc, j'aimerais vous parler, que vous nous parliez plutôt. Donc, en fait, ce livre, qui est assez court, a 3 éclairages différents, je trouve. D'une part, effectivement, des extraits de ce texte que vous venez d'entendre. D'autre part, le récit par vous-même de votre mise en scène de lecture de Bartleby, avec justement la réaction des spectateurs. Et enfin, en rapport avec le titre évidemment, l'évocation de votre frère disparu, Bernard. Et je dois dire que c'est un livre extrêmement prenant parce que justement, il y a ces 3, ce n'est pas un livre, c'est un livre sur votre frère, mais vous arrivez un peu à le flouter derrière ces deux autres éléments. Et je trouve que ça rend encore plus poignant et encore plus fort l'évocation de Bernard. Alors, vous me dites si c'était votre intention ou... Oui. Enfin, oui, c'était de les... Bernard était assez barthelbien, de sa façon. Oui. Avec beaucoup d'humour, mais... Et une anecdote de lui. Effectivement, il disait toujours, on n'ajoute rien à l'entropie. Et donc, on n'achetait pas de... Donc, il y avait quand même... On usait l'user. Et puis, il avait un rapport... Un jour, on conduisait notre vieille 2 chevaux, la rue du village, à la Colsion, dans les Alpes-Maritimes. Tout d'un coup, on voit une énorme Mercedes garée au milieu de la rue. Alors, et puis, derrière, des voitures qui s'arrêtaient derrière nous et des gens rouspétaient. Alors, je sors à 2 chevaux. Je rentre dans la boulangerie, tenue par Albertine. Je dis, Albertine, tu ne saurais pas qui est cette voiture, parce que c'est la révolution devant. Et Albertine me fait. Il y avait un énorme mec, énorme, à poil, de la Côte d'Azur, en maillot de bain. Il venait de débarquer, il était comme une écrevisse, colossal. J'ai dit, monsieur, vous avez un parking de vraiment 30 mètres après. Si vous pouviez aller garer votre voiture, parce que... Et le type entre dans une fureur bleue. Disant, oui, vous autres Français, vous accueillez très très mal le touriste. Il n'avait d'ailleurs pas tout à fait tort. Vous accueillez très mal le touriste, etc. Mais quand même, vous êtes bien content d'avoir mon argent tous les étés. Tout le monde était terrorisé, le mec était furax. Et lorsque j'entends une petite voix, fluette, Bartleby, qui dit, oui monsieur, vous avez raison. Je me retourne et je vois mon frère, la tête de mon frère, à travers
rideau en maïs, et qui dit très tranquillement, dit, oui monsieur, vous avez raison, votre argent nous passionne. Nous l'adorons. Aussi, l'année prochaine, soyez gentils, restez chez vous et envoyez-nous un chèque. C'était le genre. Mais il a failli nous faire tuer. Mais... Oui, la description de ce personnage rouge, là, est assez effrayante. Mais en tout cas, vous avez vraiment une grande pudeur dans ce texte pour parler de votre frère. Et je trouve que en plus, le miroir avec Bartleby est très, très juste. Et on a envie d'en savoir plus, mais en même temps, on sait qu'on n'en saura pas plus, de même que vous-même n'en saurez pas plus. Vous dites oui, bien ça. Mais c'est souvent le cas quand on perd quelqu'un qu'on a beaucoup aimé. C'est souvent le cas quand on perd quelqu'un qu'on a beaucoup aimé. En tout cas, c'est l'impression que ça m'a donné. C'est-à-dire, quand il est mort, au fond, comment dire, je savais que il me manquait atrocement, mais je ne savais pas qui j'avais perdu. C'est un peu, mais on a souvent ça avec les gens qu'on a énormément aimés, c'est-à-dire qu'on a l'impression, l'émotion reste, c'est comme s'il disparaissait avec tous les souvenirs, ou comme si nous n'avons pas la force d'évoquer ces souvenirs. Ça a été un deuil terrible, enfin, il y a des tas de gens, hein, des tas de gens souffrent. Mais alors, ça a des effets, en effet. Moi, j'ai perdu l'usage de mon corps pendant... c'est drôle parce que en ce moment, il y a un livre qui vient de sortir de Camille de Toledo, dont j'ai plus le titre, qui est chez Verdier. Oui, sur la mort de son frère, en effet. Et où il perd aussi l'usage de son corps d'une autre façon. Moi, je me suis fait casser la gueule dans le métro, j'ai fait me faire écraser plusieurs fois dans Paris. Pourtant, j'ai l'usage de la rue, de Paris, du métro depuis toujours. Je suis tombé d'une falaise en montagne. J'ai fait un tête à queue avec ma voiture qui s'est retrouvée devant au-dessus d'un précipice, etc., etc. Pendant au moins 3 semaines, il y avait quelque chose qui était lié. Oui, c'était assez tragique, dramatique. Mais c'est extrêmement bien évoqué, vraiment de façon très, très légère et en même temps très profonde, je trouve. Et vous avez moi je veux juste une petite phrase. Vous avez votre neveu, le fils de votre frère au téléphone, qui vous dit, bien sûr, ce n'était pas un père très encourageant. Et je trouve cette formule parce que c'est ce que je trouve à travers toute votre œuvre, c'est cette lucidité que vous avez. Mais il ajoutait, le petit Loïc, oui. il ajoutait une phrase beaucoup plus drôle. Mais peut-être qu'il avait usé, mon frère avait 5 ans plus que moi, et nous avions vécu 11 ans dans la même chambre. Et donc le petit me dit, ouais, bon, c'était pas un père très encourageant. Puis il sourit, il me dit, peut-être qu'il avait usé avec toi toutes les facultés de la paternité. Donc, voilà pour mon frère. Et en fait, nous allons évoquer, donc, puisque nous disposons de peu de temps, et après, vous aurez des questions. Oui, mais alors, oui. Covid oblige, on m'a absolument interdit de faire des dédicaces. La faculté, hein, pas... Donc, votre dernier ouvrage, La loi du rêveur, donc, qui est paru en 2020, juste avant le confinement. Un petit détail. Donc, j'ai juste envie de vous demander pourquoi ce titre, pourquoi la loi par rapport au rêve? Parce que lorsque le rêve nous saisit, il ne nous demande pas notre avis. Et il produit absolument n'importe quoi dans le vase clos de notre tête. Et une fois cette production, alors ce n'importe quoi, ce sont essentiellement des images et des sensations. Mais les sensations sont si prégnantes et les images si
immédiate, comme ça, puissante, qu'il n'y a plus d'espace. Dans un rêve, par exemple, dans un rêve, on ne rêvasse pas. Dans un rêve, on bosse, on rêve, et ce travail est absolument... Et nous ne sommes pas consultés, sollicités par la puissance rêvante. Et alors, une fois que c'est fini, on se réveille, et on ne rêve plus, on est le rêveur qui se réveille. Et ce rêveur a plusieurs solutions. Oublier, qui est la plus fréquente, raconter aux proches, qui est aussi très fréquent, soumettre à un analyste, analyser soi-même, ou, et c'est le parti que j'ai pris, considérer le souvenir du rêve comme une pelote de récit potentiel. Il y a là-dedans une laine emberlificotée et je tire. Et évidemment, à un moment donné, quand je transforme mon rêve en récit, ce que je raconte n'a plus rien à voir avec le rêve. Ne serait-ce d'ailleurs que parce que ça transite par le langage. Le rêve ne procède pas du langage. Mais dès que y compris d'ailleurs un analyste, dès que je me mets à le raconter, dès qu'il transite par des mots, il change de nature, si je puis dire. Et quant à moi, je n'ai jamais fait analyser mes rêves, je n'ai jamais cherché à les analyser moi-même, mais je les ai toujours utilisés comme récit potentiel. Et j'ai tiré des fils jusqu'à écrire ce livre, d'ailleurs, qui part d'un rêve que j'ai fait, en effet, qui part d'un rêve et qui aboutit à la réalité, refile ensuite par des rêves, etc. Et au fond, la loi du rêveur, c'est ça. C'est le droit que je m'octroie à utiliser mes rêves comme je le veux, puisque même ne m'ont pas demandé mon avis pour m'imposer en production. Ils se sont imposés. Ils se sont imposés à moi. Voilà. Et alors donc, ce livre qui est une sorte de kaléidoscope où il y a vraiment des fausses pistes, il y a vraiment, pour le rêve, c'est parfait parce qu'il y a tout ce monde un peu, on lit des chapitres et puis après on s'aperçoit au chapitre suivant que c'est pas ça, en fait, vous jouez. Oui, c'est tout ce que les gosses font et que les profs détestent, que tout le monde déteste. On vous raconte une histoire, dire, bah non, c'était un rêve. Voilà. Ça ne se fait pas. Donc, et sous le signe de Federico Fellini, oui. Donc, qui était un grand rêveur, lui aussi, comme vous, et qui écrivait un cahier de rêves, et qui, à partir de ses rêves, les écrivait, il les dessinait. Il les dessinait, les peignait. Voilà. Et je vous le dis d'ailleurs, ça vient de sortir chez Flammarion, il y avait sorti une grande collection, très chère, du genre de 75 € comme ça. Et ils en ont fait une plus réduite, beaucoup plus abordable, qui est le livre dei sogni, le livre des rêves de Fellini, qu'on a traduit en français le livre de mes rêves, et où on voit ce travail fellinien merveilleux. Donc il rêve, et en effet, au réveil, il se met à dessiner, à peindre les rêves, et à les raconter dans les endroits, dans les espaces laissés vacants par le dessin et la peinture. Ce qui évoque pour moi d'ailleurs ce que je ressens quand je rêve, c'est-à-dire cette saturation du cerveau, image, sensation. Là, on a image et narration. Et c'est un livre, c'est un énorme bouquin, il fait très longtemps. Je vous en raconte un, par exemple, un rêve rapide. Une nuit, il rêve qu'il raconte son rêve à son psychanalyste qui s'appelait Bernhard, comme Thomas. Et donc il rêve, qu'il raconte son rêve à son psychanalyste. Le psychanalyste lui dit, Monsieur Fellini, pouvons-nous travailler sérieusement? Ou d'autres rêves. Une autre nuit, il rêve qu'il est dans un opéra et que l'orchestre lui demande de chanter. Or, vous connaissez tous, vous avez en mémoire la voix de Fellini qui était très fluette, comme ça, un peu nasale. Et là, dans ce rêve, il se vit comme ayant une voix de stentor, comme ça, une voix extraordinaire. Il se dit, je ne peux pas chanter parce que si je chante, ma voix sera si puissante
que le théâtre va s'effondrer et va tuer l'orchestre. Je ne peux pas leur faire ça. Et donc, il refuse de chanter. Et refusant de chanter, il éprouve une sensation de puissance quasi divine. C'est Dieu lui-même pour avoir épargné tous ces pauvres gens. C'est les rêves de Fellini. Une autre fois, il fait un rêve platonicien où il est dans un cinéma, on projette un film, et le film représente très exactement ce qui se passe à l'extérieur du cinéma en même temps. En l'occurrence, une inondation épouvantable qui emporte la ville. Et alors, il y a également un passage dans votre livre où vous évoquez vos parents. Et il y a tout ce passage extraordinaire de... Alors, je ne veux pas tout dévoiler, mais de plongée sous-marine, où vous arrivez avec ce fameux ami Louis, ce grand ami qui est un peu le modèle de Camus, et où vous plongez, vous nagez autour d'un village englouti par un Oui, on a barrage. fait ça en Provence. Ouais. On a englouti des villages pour créer des barrages électriques. Et évidemment, nager là-dessous. Et là, c'est un autre aspect de votre œuvre qu'on retrouve. Il y a une grande tendresse pour votre famille, pour vos parents, j'ai trouvé. Ça m'a. Mais oui, je les aimais bien. Oui. Et vous voyez à un moment une fenêtre, vous vous rendez compte qu'ils ne sont pas là, parce comme c'est un livre onirique, on va dire, je ne sais pas si cet adjectif vous convient, vous vous rendez compte qu'ils ne sont pas dans cette maison, qu'ils ne sont pas là, qu'ils sont absents, et la façon dont vous en parlez, on a le cœur tordu presque. Oui, mais bon, oui, c'est toujours pas... Le manque, c'est toujours un peu éprouvant pour le lecteur, le récit d'un manque. Mais pour ce qui est de mes parents, par exemple avec mon frère Bernard, pour situer mes parents, on jouait ma mère, mon frère Bernard était le préféré de la famille, oui. Mais pas seulement des parents, de tout le monde. Et alors évidemment, on jouait, le préféré, chou, lèche, et ma mère disait, oui, mais c'est vrai, c'est mon petit Bernard, c'est mon préféré, etc. Et moi, je disais, mais quand comprendras-tu qu'il n'en veut qu'à ton héritage? Et elle disait, mais il a raison, parce que lui, je lui donnerai tout, et à toi. On jouait à ça. Ça, c'est l'humour maternel. L'humour paternel, c'était, je suis de mes désastres scolaires absolus, et un jour, j'ai passé le bac 8 fois. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait le première et terminale. Alors, je passais l'écrit et j'avais l'oral de contrôle. J'étais terrifié, donc j'étais ratatiné à l'oral de contrôle. Je redoublais, de nouveau écrit, de nouveau oral de contrôle. 4 fois en première et rebelote en terminale. Et mon père me disait, mais n'aie pas peur, Daniel. Tu sais, même pour le baccalauréat, on finit par acquérir des automatismes. Et après, j'ai passé ma licence en 68. Et mon père me dit, dis donc, Daniel, j'ai très peur. J'ai dit, t'as peur de quoi, mon petit papa? Il me dit, écoute, il t'a fallu une révolution pour la licence. Faut-il craindre une guerre mondiale pour la grecque? J'ai dit, remercie-moi tout de suite, je vais t'épargner une guerre mondiale en ne présentant pas. Donc d'ailleurs, vous devez me remercier. Je vous ai épargné une guerre mondiale en ne présentant pas la grecque. Et la fin de l'ouvrage, en fait, vous revenez sur vos années d'enseignement et vous revenez sur vos élèves difficiles et en difficulté, qui avaient du mal avec l'écriture. Vous parlez d'eux comme d'élèves déglingués et vous leur demandez d'écrire leur Ah oui, c'est même, en fait, ça a été un petit peu transformé dans un roman. Mais j'étais un jour invité par l'Académie de Nancy à rencontrer des élèves, ils étaient une douzaine, qui avaient quelque chose de particulier, ils présentaient un symptôme particulier qui était le refus d'écriture. Refusaient d'écrire. Les profs n'arrivaient pas à les faire écrire du tout. Et alors, quelqu'un que je connaissais à l'Académie m'a dit, tu ne pourrais pas venir voir? Donc, je suis allé voir pendant plusieurs semaines. C'était ce qu'on appelle des primo-arrivants. C'est-à-dire, non seulement ils débarquent, ils ont été arrachés à chez eux, mais on leur donne un nom de maladie. Les primo-arrivants. On les appellerait les bienvenus.
déjà davantage le moral, enfin non, le primo-arrivant, et qui n'écrivaient pas. Alors j'ai commencé à parler avec eux, on a fait du théâtre, on a appris des poésies, etc. Jamais sans prononcer le verbe écrire, c'était très important. Et surtout sans écrire. Et puis un jour, j'ai rêvé d'eux. Et le lendemain, je débarque et je leur dis, dis donc, j'ai rêvé de vous cette nuit. Et je leur raconte mon rêve. Et j'ai vous rêvez, alors quelques-uns me racontent leur rêve. Et je leur dis, mais vous savez, un bon moyen de retenir, non seulement de retenir ces rêves, mais même finalement de les provoquer, c'est de poser un petit calepin au pied de son lit, puis on les note. Pas on les écrit, on les note. Essayez de faire ça, vous verrez, on les retient de plus en plus, etc. Et là, les semaines qui ont suivi, ils sont arrivés avec leur carnet et leur rêve écrit dans le carnet. Alors, je ne fais aucun commentaire, on a échangé comme ça. Puis un jour, je leur dis quand même, écoutez, c'est bizarre, moi, on m'a demandé de venir vous voir parce que vous n'écriviez pas. Et là, l'ensemble des gosses, hein, la douzaine qui était là, a dit, mais on n'écrit pas. Et comment vous n'écrivez pas? Ça fait 3 jours de suite, 3 semaines de suite que vous me lisez vos rêves. Ils sont bien écrits. Ah non, mais ce n'est pas écrit. Et comment c'est pas écrit? Et alors, bien entendu, je n'allais pas voir leur carnet. Parce qu'en réalité, ils n'écrivaient pas parce qu'ils maniaient un français complètement concassé, picoral, n'empêche que quand ils lisaient ce qu'ils avaient écrit, alors j'aurais dit, écoutez, vous écrivez. Peut-être, d'ailleurs, tiens, vas-y, dicte-moi ton rêve. Et je me suis mis à transcrire leur rêve au tableau. Et le rêve était parfaitement compréhensible, grammaticalement parfaitement structuré. Et ils ont donc vu se dérouler leur rêve, je l'ai fait avec chacun d'eux, et ils ont vu se dérouler leur rêve au tableau, mais en habit du dimanche, bien écrit, c'est-à-dire sans faute, etc. Et en fait, ils avaient intégré l'idée que l'écriture, que le fait d'écrire, c'était essentiellement reproduire une norme formelle. Pas de faute d'orthographe et que ce soit grammaticalement. Mais cette espèce de transcription orale, tout simplement, mentalement, c'était pas pour se foutre de leur prof ou pour faire de l'ironie, mais c'était pas dans la catégorie écrit, c'était de l'oral. Ils avaient d'ailleurs raison d'un certain point de vue, c'était absolument oral, mais ça nous a permis de faire le chemin inverse, c'est-à-dire de partir des habits du dimanche à leur texte. Là, ils ont commencé à accepter de montrer ce qu'ils avaient écrit. Bon, alors, donc, tu vois, c'est pas un drame. Là, bon, on n'a pas le verbe, il a écrit phonétiquement. Bon, ça s'écrit comme ça, mais tu vas prendre l'habitude, ne t'inquiète pas. Et à partir de là, on a pu les réconcilier avec l'écriture. C'est un peu d'ailleurs comme le phénomène de la lecture à voix haute qui fait que au bout mais c'est très rapide, au bout d'un mois ou deux, vous faites ça 1 heure par semaine, très rapidement, vous avez un gosse qui vous dit, mais monsieur, ça continue comment? Vous lui lancez le bouquin, il le finit dans son coin, silencieusement et seul. C'est un peu Enfin, il ne faut pas m'interroger là-dessus parce que les profs, ça n'en finit pas. Non, mais on passerait la nuit à vous écouter. Donc, je vais vous poser 2 questions qui viennent par Internet, 2 questions qui n'ont rien à voir, un peu prises au hasard. Le personnage de la nouvelle de Melville et son fameux « Je préférais ne pas le faire ». Et vous, en tant qu'écrivain, qu'est-ce que vous préféreriez, je pense, ne pas faire en tant qu'écrivain? Ne pas écrire, peut-être. Non, ne pas écrire, non, parce que... Non. Oui, on se donne à soi-même des interdits voilà. Quand on écrit. Je ne sais pas comment dire, d'autant plus que comme beaucoup de mes bouquins sont considérés comme des livres avec de l'humour, etc. En réalité, ce que j'ai au fond de moi, c'est ne pas faire le mariole. Ne pas faire le mariole. Et c'est très profond en moi, parce que la raison pour laquelle j'aime Fellini, par exemple, j'adore absolument Fellini. Je me suis rendu compte, mais il y a
il y a quelques semaines, en écrivant cette préface pour le livre de mes rêves, je me suis rendu compte que j'adorais Fellini parce qu'il était le seul écrivain de son époque à ne faire la leçon à personne. C'est le seul écrivain qui ne soit ni didactique, ni convaincu, il ne faisait la leçon à personne. C'est un cinéma du doute, le cinéma de Fellini. 8,5, c'est le film qu'on a écrit sur et au fond, moi, je crois aussi que j'écris parce que je doute. J'affirme assez peu. Ce que j'appelle faire le mariole, c'est pire que faire le mariole, d'ailleurs, ce culte de l'affirmation. Fini, j'aime beaucoup l'écriture du doute. Mais 8,5, oui, c'est un film. Ah oui, 8,5, c'est un film. D'ailleurs, vous avez, ça je vous conseille de lire, un livre d'un garçon italien qui s'appelle Caramelli, qui a fait un roman à partir de 8,5. Très intéressant. Très intéressant. Il a fait le processus inverse. Au lieu d'adapter un roman au cinéma, celui-ci a adapté un film au genre du roman. Très, très, très intéressant. Alors, autre question. Je voudrais savoir qui est votre poète préféré, pas romancier, mais poète. Donc, c'est une question que Adriana voulait vous poser depuis toujours. Alors, j'ai des poèmes préférés. Est-ce que j'ai un poète préféré? J'ai beaucoup. Louise Labbé, par exemple. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie, j'ai chaud extrême, en endurant froidure, la vie est trop molle et trop dure. Ça, je trouve ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a Supervielle aussi. Ne touchez pas l'épaule du cavalier qui passe. Il se retournerait et ce serait la nuit. Une nuit sans étoiles, sans courbe, ni nuages. Que deviendrait alors tout ce qui fait le ciel, la lune et son passage et le bruit du soleil? Il vous faudrait attendre qu'un second cavalier aussi puissant que l'autre consentît à passer. Sache que j'ai appris ça quand j'étais petit, ça ne m'a jamais quitté. Mais il y a aussi certains surréalistes. Il y a, le nom du poète m'échappe, mais je vous récite le poème, j'adore. Il était un petit navire où Hugolin mena ses fils, sous prétexte le vieux vampire, de les faire voyager gratis. Au bout de 5 à 6 semaines, les vivres vinrent à manquer. Il dit, vous mettez pas en peine, mes fils m'ont jamais dégoûté. On tira à la courte paille, formalité, raffinement, car cet homme, il n'avait d'entrailles que pour en calmer les tiraillements. Et donc, stoïque et légendaire, Hugolin mangea ses enfants afin de leur conserver un père. Oh, quand j'y songe, mon cœur, c'est... Voilà alors les poèmes de... Enfin, il y a des tas de choses, c'est plutôt des poètes, des poèmes. Les poèmes d'Hugo, l'ogre, Ogrouski. Vous ne connaissez pas ça? Ouais. Il ne faut pas abuser de votre temps, mais Ogrouski, alors malheureusement, je ne le connais pas par cœur. Le prince Ogrouski de Victor Hugo vaut le détour. Attendez, je le cherche. Ça, c'est un des avantages de cette saloperie. C'est qu'on peut retrouver des choses qu'on aime. Hugo, Conseil aux amants, ça s'appelle. Vous allez voir, quelqu'un le connaît? Conseil aux amants. C'est merveilleux. Alors, bing. Hugo, Conseil aux amants. Bing. Conseil aux amants. Béatrice. Bon conseil aux amants. Victor Hugo. Alors, je veux les paroles, c'est pas tout ça. Bon conseil aux amants. Non, on l'analyse tout de suite, voilà. La littérature médico-légale, immédiatement. On s'en fout. Pas pour l'instant d'analyse. Après. Pensez-moi, les grands classiques. Voilà. Je vous récite pas tout, je vous le dis pas tout, mais un brave ogre des bois, natif de Moscovie, était fort amoureux d'une fée.
Et l'envie qu'il avait d'épouser cette dame s'accrut au point de rendre fou ce pauvre cœur tout brut. L'ogre, un beau jour d'hiver, peigne sa peau velue, se présente au palais de la fée et salue, et s'annonce à l'huissier comme prince Ogrouski. La fée avait un fils, on ne sait pas de qui. Elle était ce jour-là sortie, et quant aux mioches, bel enfant blond nourri de crème et de brioche, dont fait par quelle culisse à cette calypso, il était sous la porte et jouait au cerceau. On laisse l'ogre et lui tout seul, dans l'antichambre. Comment passer le temps quand il neige, en décembre, et quand on n'a personne avec qui dire un mot? L'ogre se mit alors à croquer le marmot. Pour ceux qui ne savent pas, d'ailleurs, l'expression croquer le marmot signifie attendre. C'est un terme argotique. L'ogre, l'ogre se mit alors à croquer le marmot. C'est très simple. Pourtant, c'est à l'air un peu vite, même lorsqu'on est ogre et qu'on est moscovite, que de gober ainsi les mioches du prochain. La fée, alors, quand la dame rentra, plus d'enfants. On s'informe. La fée avise l'ogre avec sa bouche énorme. « As-tu vu, cria-t-elle, un bel enfant que j'ai ?» Le bon ogre naïf lui dit « Je l'ai mangé. » Or, c'était maladroit. Vous qui cherchez à plaire, ne mangez pas l'enfant dont vous aimez la mère. Voilà, ça c'est... Et autrement, des poésies, qu'est-ce que j'aime? J'aime des choses sinistres. J'aime Miloche. Tous les morts sont ivres de pluie vieille et sale au cimetière étrange de Lofoten. L'horloge du dégel tic-tac lointaine au cœur des cercueils pauvres de Lofoten. Et grâce aux trous creusés par le noir printemps, les corbeaux sont gras de froid, de chair humaine, etc. Quelqu'un l'a mis en chanson? Oui, Juliette. Ah, elle l'a mis en chanson, Oui, Juliette? il y a bien 25 ans par là. Ah, formidable, il faut que je reprenne ça. On avait parlé de cette chanson dans Lofoten, tout ça, parce que ça parle Ouais. aux uns et aux autres. Ouais. Ça te va bien, Auriez-vous des questions à poser à Daniel Pénac? On va prendre encore un tout petit peu de son temps. J'ai une question. Je suis assez étonné, c'est pas le mot, mais le nombre d'écrivains de premier plan ou d'écrivains moins connus qui publient un ouvrage sur la mort d'un proche. Il y en a énormément, je trouve, ou alors je fais des statistiques morbides sans m'en apercevoir. Il y en a beaucoup d'écrivains que l'on connaît et qui, d'un seul coup, sortent un livre qui évoque, alors quelquefois c'est un disparu depuis très longtemps, qui revient. Oui. Moi, je suis étonné, par exemple, vous avez entendu parler de. Alors, c'est un cas particulier de l'ouvrage de Jean-Marie La Claftine, qui évoque la figure de sa sœur. Ah, ça, c'est magnifique, alors, oui. pour le coup. Une amie de la famille. Processus, par la littérature. Alors, dans le cas de la Claftine, bon, dans mon cas, il y a un deuil terrible qui est lié simplement au degré d'affection. On s'adorait tous les deux, on était toujours fous. Tandis que dans le cas de la Claftine, il a 14 ans, sa sœur en a 20. Ils descendent dans le sud-ouest à Biarritz et avec le petit ami de la petite, lui et son frère aîné. Ils sont 4. S'il y a une tempête, ils sont emportés, ils sont au bord, et comme les gosses, ils regardent les vagues, et ils sont emportés par une vague, et la mère rend 3 enfants, et la 4e, la petite, est noyée. Et le choc, là aussi, c'est une question. Vous savez, en fait, c'est ça, c'est une question, c'est la nature de la douleur. Et là, le choc est si puissant que la famille fait silence sur l'événement, mais un silence de béton, un silence absolu pendant 50 ans. Pas pendant 10 jours, pendant 50 ans. Personne n'évoque cet événement, jamais, et pas par interdit
pas par interdit décrété, par saisie du langage sur cette histoire-là. Terminé, on n'en parle plus du tout. Au point que le frère aîné de Jean-Marie, il se trouve que la Claftine est par ailleurs mon éditeur, mais le frère aîné de Jean-Marie débarque un jour avec un copain chez ses parents, où il y a une photo de la petite, qui d'une certaine façon est, comme souvent les photos de famille, d'une certaine façon elle est là et on ne la voit pas. On la voit depuis toujours, mais on ne la voit pas. Enfin, ça serait intéressant, le statut des photos. Barthes aurait très bien parlé de ce genre de choses. Le statut de la photo sur un mur qui est là depuis toujours et qu'on ne voit pas. Donc, il passe, et le copain voit la photo, il dit, mais qui est cette jeune fille? Et le frère aîné de la Claftine dit, une amie de la famille. Et il passe. Au bout de 50 ans, la génération suivante, c'est-à-dire les filles de l'auteur, l'une des filles de l'auteur, dit à son frère, mais papa, d'où vient ce silence sur cette... Elle se pose la question comme quelqu'un qui n'est pas directement concerné. Qu'est-ce que c'est que ce silence sur cette fille qui est là? Et à ce moment-là, Jean-Marie se pose lui aussi la question. Qu'est-ce que c'est que cette chape de silence qui s'est abattue sur la famille et 50 ans plus tard décide, au fond, de ressusciter non pas la petite, mais le souvenir de la petite. Et découvre dans un livre, alors là, pour le coup, faites abstraction du fait que c'est un ami, c'est mon éditeur, etc. Ce livre est un chef-d'œuvre incroyable parce que, en reconstituant un souvenir, c'est assez palpitant en plus. C'est pas que ce soit écrit comme un polar, mais on attend tellement. Il y a une attente du lecteur qui est une attente de résurrection d'une certaine façon, qui est une attente de sens, un besoin. Et en effet, il recompose cet être parce que cet être vit encore dans le souvenir de quantité de personnes qui elles-mêmes se sont tues. Son fiancé de l'époque, sa meilleure copine de l'époque, qui a gardé ses lettres, etc. Et on voit ressurgir un être qui était d'ailleurs une gamine difficile, avec un caractère ombrageux, formidable bouquin sur le deuil. Alors là, de ma vie, c'est ce que j'ai lu de mieux. L'amie de la famille. Oui, une amie de la famille. Franchement, parce qu'il y en a d'autres. Là, tout à l'heure, je vous ai cité le Camille de Toledo. Il y a aussi le dernier roman d'Amigó Rena, qui s'appelle Le ghetto intérieur. Mais personne ne le connaît. C'est magnifique, magnifique. Un juif polonais, réfugié en Argentine, joue au billard avec des copains juifs, qui tous se foutent de leur mère juive. Donc évidemment, il se moque des excès de leur mère. Et le narrateur pense à sa mère qu'il a laissée en Pologne. Nous sommes en 1929. Il l'a laissée en Pologne, il ne répond pas toujours à ses lettres, etc., etc. Et puis, petit à petit, le nazisme s'empare de l'Allemagne, etc. Et ghetto de Varsovie est la mère. Et l'enfant, le garçon, qui est un grand, hein, c'est un homme adulte qui s'est marié, qui a lui-même des enfants, est saisi. Mais je ne vous dis pas, raconte pas la suite. Non, parce que ça a un côté, en effet, c'est pour vous répondre sur les grands livres de deuil, oui. Alors pourquoi on aime les gens qu'on a perdus? Enfin, il y a des gens qu'on aime plus que d'autres. On les perd et ils nous manquent. Et ce creux est plein de choses qu'en fait, on a envie, sinon de dire, du moins de suggérer, quoi. Puis c'est touchant. Avoir aimé quelqu'un, c'est touchant. Les gens aimables sont bouleversants. Les salopards sont intéressants. Mais bon, les gens qu'on a aimés sont bouleversants. Les raisons pour lesquelles on les élève, la préférence dans une famille, c'est tout à fait mystérieux. La façon dont les cartes se distribuent, dont les cartes affectives se distribuent,
y compris dans l'enseignement d'ailleurs. Les élèves préférés, ça existe. Il ne faut absolument pas le faire voir, mais quand on rentre chez soi et ceux qu'on ne peut pas encadrer existent aussi. Ils ne le sauront jamais, ni les préférés non plus, si on est un prof consciencieux. Et cette distribution des cartes affectives me surprend toujours. C'est intéressant, si vous voulez. Et là, c'est tombé sur lui, quoi. Oui, puis la mort, on y est tous confrontés à un moment donné. Celle de ceux qui ont disparu, sa propre mort, un jour. Et le fait de parler, comme vous l'avez fait, d'un mort qui vous était proche, qu'on ne connaissait pas, ça ne change rien sur le fond, c'est que les résonances sont universelles. Et moi, j'ai l'impression aussi que la mort est devenue un scandale plus grand encore aussi depuis. Alors, je ne vais pas faire de la théologie ni de la sociologie en disant que la mort est devenue encore plus difficile à percevoir parce qu'on ne croit plus en au-delà, majoritairement. Non, mais surtout, on se débarrasse des vivants avant qu'ils meurent. Oui, les gens se débarrassent des gens avant qu'ils meurent. Là, c'est pas une première mort. Oui, absolument. C'est normal qu'on soit déconnecté avec la mort, puisqu'on est déconnecté de la fin de vie. Or, c'est quand même d'une grossièreté inouïe de laisser partir ceux qui nous ont accueillis. De ne pas accompagner dans leur départ ceux qui nous ont accueillis, mais la structure sociale est faite de telle façon que si on n'est pas riche ou paysan, on ne peut pas garder les gens âgés chez soi. Ou on pourrait, mais il faut des qualités qui deviennent exceptionnelles, qui ont été rendues exceptionnelles par l'évolution sociale. C'est très étrange, oui. Mais est-ce qu'en écrivant sur votre frère, vous avez en même temps découvert quelque chose d'autre, alors pas découvrir au sens des secrets cachés, enfouis, mais est-ce que vous avez l'impression que ça a aussi changé post-mortem, si on peut dire, vos liens avec votre frère? Alors je ne dirais pas si c'est consolateur ou thérapeutique, on va pas aller jusque-là, mais est-ce que vous avez l'impression que ça a changé quelque chose, ou ça a éloigné le chagrin? C'est-à-dire que ça en a fait un personnage littéraire aussi. Oui. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il était... c'est vrai qu'il avait quelque chose de Bartleby, une espèce d'indifférence à ce qui... Il y a une phrase magnifique dans Bartleby, c'est quand le notaire lui dit « Quoi? Ne plus faire d'écriture, mais pour quelle raison ?» Bartleby dit « Ne voyez-vous pas la raison de vous-même » Et mon frère c'était un peu ça, c'était « Ne voyez-vous pas la raison de vous-même » Sauf qu'il n'était pas ironique ni injurieux. Je crois que c'est fini. Hein. Oui. Je vous vois vous inquiéter. J'ai 50 questions. Bien, écoutez, au revoir et merci. Très grand merci.